Bonjour et bon réveil, vous êtes sur CCTV. Bienvenue à vous dans cette émission, puisque cette matinale qui revient sur les grands titres d'actualité tels qu'elle est développée par les journaux ce matin. En tout cas, on parle de plus en plus de la clôture de la visite du président de la République, les chefs de l'État qui est rentré hier à Kinshasa. Premier conseil des ministres pour cette nouvelle année 2020. Félix Tshisekedi va personnellement diriger ces conseils des ministres. Il va le présider, premier conseil des ministres également. Après son voyage, son périple, je dirais, d'itinérance dans les Grands Kasaï, qu'est-ce qu'il va dire? Il s'agit simplement d'un conseil des ministres, on dit ordinaire. Peut-être il sera extraordinaire en ce qui concerne la communication du président de la République, lui qui revient de ce voyage de près de 2 semaines dans les Grands Kasaï. Il a beaucoup appris, il a palpé du doigt les réalités sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, je dirais même sur le plan social de ce que vivent nos compatriotes dans cette partie de la République. Certainement, il va dire au Premier ministre, certainement, il va dire à tel ministre, tel vice-premier ministre ou tel ministre d'État sur des secteurs qui concernent chacun d'entre eux. Mais Félix est rentré, il est peut-être annoncé l'ère des grandes décisions par rapport à tout ce qu'il a vécu, les problèmes de la mise en application de certains projets. On parle quand même de ces projets du barrage de Katende, et quelque part, le chef de l'État a été informé aussi de la non-application de la gratuité de l'enseignement à Tchikapa, tout comme à Loudia, les dysfonctionnements qui a été au grand jour dans les secteurs de la présidence de la République, ses conseillers. On parle de cette chamaillerie entre les conseillers et certains membres du gouvernement, les conseillers entre eux, les conseillers et les députés. Je m'en vais vous donner plusieurs exemples. Cet audio de ces conseillers du président de la République, comment il s'appelle? Il s'appelle Lokongo, qui fait l'audio pour prendre à partie la hiérarchie de l'IDPS. Il dit que ce sont des voleurs. Excusez-moi, c'est des termes quand même trop choquants, trop forts. Il qualifie la hiérarchie de l'IDPS de voleurs. Ils sont devenus des millionnaires. Pendant que Bilunda, lui, il prend à partie les députés Ngoï Kassanji, qui avait estimé qu'il y avait quand même un coût trop élevé pour la construction des écoles dans la partie Kassai. Et Bilunda a répliqué vigoureusement, Ngoï Kassanji qui a bénéficié du soutien de la hiérarchie de l'IDPS avec Jean-Marc Akabound, mais des échanges également épistolaires au niveau de la présidence de la République. En tout cas, ce qui ressemble à ce que disaient certains à la cour du roi Pétou. Vivement, l'ère des grandes décisions a sonné pour le président de la République. On en parle tout à l'heure avec John Lungela. John, bonjour. Bonjour Serge, merci pour l'invitation. Bienvenue et bonne année à vous. Merci à vous aussi et à tous ceux qui nous suivent. Allez, généralement, pendant toute cette année, tout ce mois de janvier, la nouvelle année et le mois de janvier, on vous accorde quand même 2 minutes pour commenter un événement de l'année dernière, de votre choix, qui a marqué l'actualité, où vous pensez que ça devrait faire l'objet d'un commentaire rétrospectif. Bon, c'est l'entérinement. Oui. C'est l'entérinement de la liste de l'opposition au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. De la CENI. De la CENI au niveau de l'Assemblée nationale avec Agematemo et les autres. Parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas organiser les choses dans le sens de créer une impasse. Le plus important, parce qu'on interdit à personne de revendiquer, autant il faudrait aussi penser les choses dans le sens de faire avancer le pays, pas de bloquer le pays. Et moi, j'ai été très content parce que en 2023, le chef de l'État doit partir. Félix Tshisekedi, en 2023, il doit partir. C'est une volonté de la Constitution, parce qu'il sera fait mandat, le peuple devra décider autrement. Et donc, si nous voulons réellement qu'il y ait élection en 2023, et surtout ceux qui sont contre la mise en place du bureau de la CENI estiment que Tshisekedi n'a pas bien travaillé, il n'a pas un bilan positif pour bénéficier encore une fois de la confiance des Congolais, et qu'en 2023 il doit partir, on doit vite penser à la mise en place du bureau de la CENI pour que cette structure se mette au travail. Et j'étais l'homme le plus heureux
quand j'ai vu la liste signée par Constant Moutamba être entérinée et que les Matemo et les autres soient investis pour permettre à la CENI de commencer son travail. On avait fait le juste milieu, hein. On a pris une partie avec AG Matembo et Constant Moutamba, une autre partie avec les Didi Manara, on a coupé la poire en deux, comme on dit. Oui, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, le bureau est au grand complet. Les travaux peuvent commencer, il n'y a plus de contexte. Et nous attendons beaucoup de choses parce que de cette CENI, il faut nettoyer le fichier électoral. Peut-être il faut encore un nouveau fichier électoral parce qu'il y a des nouveaux majeurs, parce qu'il y a eu des décès, parce qu'il y a eu donc il faut un nouveau fichier électoral. Est-ce que vous partagez les inquiétudes de Jérôme Bonso qui a dit que nous étions vraiment en retard et qui voyait un peu hypothétique la tenue de ce scrutin dans les délais. Je lisais d'ailleurs un article relayé par le doyen, comment il s'appelle, José Nawé du Forum des As, dans un groupe forum WhatsApp ce matin, qui avait des inquiétudes quant au financement du processus. Exactement, parce que vous savez, j'ai même lu ça quelque part, on accuse 7 mois de retard en termes de financement du processus électoral. Jusque-là, c'est vrai, au lendemain de l'investiture de Kadima Deni, nous avons appris que le gouvernement avait disponibilisé 100 millions de dollars. C'est insignifiant d'abord pour le fonctionnement du bureau de la CENI, mais pour l'organisation des élections prévues en 2023 jusque-là, il n'y a aucun bruit dans ce sens. Et cette inquiétude de Jérôme Bonso est fondée, mais je pense que ça sera pris comme une sonnette d'alarme pour qu'on se réveille. Parce que si on tient, ce qui est vrai dans les salons politiques, ça s'est dit en 2023, il n'y aura pas élection. En 2023, ça sera autre chose que l'organisation des élections. Et c'est ce qui est en train de se faire. Peut-être que pour le moment, on ne le constate pas, mais je pense que Tshisekedi fera erreur de ne pas organiser les élections dans le délai. Son combat politique au niveau de l'opposition était autre focalisé sur le respect de la Constitution. Le respect de la Constitution passe surtout par le respect du délai, du mandat. Et donc, il est important qu'il puisse prêcher, par exemple, comme il est, lui, garant de la nation, il doit, je voulais dire, donner des leçons à ceux qui ont mal géré les choses hier. Très bien. Merci beaucoup, Adjan Mila, pour ces commentaires rétrospectifs. Vous êtes pour ou contre le retour au détour pour les scrutins présidentiels? Mais moi, je suis pour le retour de détour, à condition que nous ayons le moyen pour ça. Parce que vous savez, nous avons un pays sous-continent. Quand vous organisez des élections et tout, il faut avoir le moyen. Il faut avoir la logistique. Il faut aussi et surtout avoir le temps. Mais je ne condamne pas Kabila qui, à un moment donné, avait pensé à l'organisation des élections à un seul tour. C'était dû aux moyens, parce que le pays devrait prendre en charge le financement de l'organisation des élections. Et voilà pourquoi il fallait penser à c'est pas plus de 14 millions, non, c'est pas plus de 14 millions. Parce qu'il ne faut pas tomber dans cet argument farfelu, excusez-moi, à l'époque de Louis-Alphonse Koya-Diallo, d'heureuse mémoire, qui disait qu'on a fait l'économie et de nos moyens pour permettre au pays de se développer. Voilà pourquoi on a supprimé les seconds tours. Mais depuis qu'on a supprimé les seconds tours, en termes de développement, les fonds là nous ont amené quoi? Non, moi je pense que... Il faut que le président qui sera élu ait quand même une assise politique ou une base sociologique au-delà de 50%. Au moins, on sait que le président a été élu. Donc, je pense que d'avoir un président élu à 13% et les autres se partagent 10%, 11%, ça ne donne pas une assise solide. Mais ça, vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, les élections n'ont rien apporté en termes de développement, en termes d'amélioration des conditions sociales des Congolais, en termes de lutte contre la pauvreté, en termes de lutte contre le chômage. Au contraire, les élections dans notre pays, on favorise un petit groupe. Ça veut dire qu'on dépense beaucoup pour donner du travail à un petit groupe qui sont bien entretenus, qui sont bien payés, au détriment de la population. Et ces groupes se considèrent comme étant, Seigneur, représentants du peuple. Je suis chez vous, je crois que c'est à Boudjala, chez Jean-Lucien Moussa, si je me trompe. Mais on a organisé les élections en retard, parce qu'il y avait un petit problème. Ça coûtait combien pour organiser l'élection au niveau de ces villages? 500 000 $.
pour donner du boulot à un député national, pour donner du boulot aux 3 députés provinciaux qui sont payés chaque mois, les députés nationaux payés chaque mois, ils ont des véhicules, les avantages, au détriment de la population de Boudjala qui est restée dans la pauvreté, qui n'a pas d'école, qui n'a pas d'hôpitaux, qui n'a pas de routes, pas de ponts, pas d'électricité, pas d'eau. Mais la caisse de l'État a déboursé 500 000 pour donner de l'emploi à un petit groupe de gens qui sont payés chaque mois au détriment du grand nombre. Est-ce que c'est ce que nous voulons dans ce pays? L'élection, oui, c'est une bonne chose, on ne sait pas reculer aujourd'hui, mais nous devons penser à un mode de gestion qui puisse satisfaire tout le monde. La redistribution équitable de la richesse du pays, c'est la Constitution qui le dit. Mais apparemment, avec les élections, on ne sait pas respecter cette réalité. C'est John Nungila de Dynamique Info qui est avec nous sur ce plateau. Nous devions également avoir Charles Kankou, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il nous a dit qu'il était dans les transports en train de venir. Charles Kankou n'est pas là. Allez, nous allons cheminer avec John Nungila. Fin de la tournée du président de la République. Le chef de l'État est rentré hier à Kinshasa. John Nungila, premier conseil des ministres pour Félix Tshisekedi. Il est ordinaire. Un premier conseil des ministres dans un contexte un peu différent. Les premiers contextes, il rentre d'un séjour de 2 semaines dans les Grands Kassai. Il a vu tout ce qu'il a vu. Deuxième contexte particulier, c'est que c'est les premiers conseils des ministres. Et cette année nouvelle, vivement des grandes décisions, vivement des grandes orientations. Moi, ce que je veux dire au chef de l'État, ce qu'il a constaté dans le Grand Kassai, c'est peut-être mieux, beaucoup plus mieux qu'ailleurs. Si le chef de l'État doit rester égal à lui-même et se comporter comme le garant de la nation, il ne doit pas tout simplement se limiter dans le Grand Kassai. Sinon, on va revenir à ce qu'on a l'habitude de dire, le Machamoumeno. Chez moi, au Congo central, c'est pire que ça. Je ne vous cite même pas le Grand Bandundu. Aller à Popokabaka, Kasongolunda, c'est à côté ici, le chef peut faire un tour là-bas. Aller à Massimanimba, dans le Kikwit, il faut aller voir ce qui se passe. À l'Équateur, mais à l'Équateur, je vous épargne. Je vous épargne. Le chef de l'État fera face à des réalités cruelles. Dans le Grand Kassai, je vois quand même ça va, parce qu'il peut rouler, il peut circuler, il peut sourire, mais ailleurs, il va verser ses larmes. Mais c'est ce qu'il a hérité. Mais il doit apporter des solutions. C'est pourquoi il est là. L'élection, on l'organise pour sanctionner les mauvais élèves et plébisciter ceux qui peuvent susciter de l'espoir. C'est pourquoi il y a élection. Si les Congolais ont fait confiance au chef de l'État parce que les Congolais étaient convaincus que Tshisekedi allait faire mieux. Et on attend de Tshisekedi des solutions, pas des excuses, pas de... Non. Et je pense que le chef de l'État a la possibilité de changer les choses. Mais seulement, nous retombons dans les mêmes erreurs. L'entourage du président congolais continue à rendre de mauvais services à la nation. On va en parler de cet entourage parce qu'il y a des conseillers qui se sont méconduits au grand jour. Ça sera peut-être les deuxièmes et les derniers volets dans le grand ensemble des thèmes de l'émission. J'aimerais quand même, qu'est-ce qu'il va dire de nouveau au ministre, au vice-premier ministre, au ministère? Ça sera la communication. Pendant qu'il a fait le voyage sans les ministres concernés dans ce secteur, lui-même il va faire rapport et l'équipe technique enverra alors les recommandations, les réalités au chaque ministre. J'ai comme l'impression qu'on gère ce pays un peu à vase clos entre le président de la République et le gouvernement. Vous avez suivi l'adresse du chef de l'État, l'État de la nation. Le Premier ministre a été épinglé. On a quand même déploré un certain nombre de choses dans le chef du gouvernement. Mais comment voulez-vous que le chef du gouvernement travaille? Si, je prends un exemple beaucoup plus banal, le chef effectue une tournée dans le Grand Kassai. Mais il y a les constats qu'il faut faire, il y a des problèmes, des notes qu'il faut prendre, il y a un rapport qu'il faut présenter, mais il y a en même temps des solutions qu'il faut apporter. Parce que partout où le chef est passé, la population a parlé, mais après on attend les solutions venir. Et ces solutions viendront pas de la présidence de la République. Ces solutions viendront du gouvernement. Malheureusement, le chef de l'État s'est déplacé sans le gouvernement de la République, sans le ministre, sans le Premier ministre. Je me demande, maintenant, au Conseil de ministres, ça veut dire
vous l'avez bien si dit que le chef, aujourd'hui, le plus important, c'est la communication du chef. Mais c'est maintenant à lui de faire rapport au gouvernement. Ça sera maintenant à lui de rendre compte au gouvernement, alors que ça devait être un débat ouvert où nous avons effectué une tournée, nous avons fait des constats, maintenant il faut des solutions. Les solutions, mais je n'ai rien constaté. Je n'ai pas été sur terrain. Comment voulez-vous que je puisse proposer de solutions? Moi, je pense qu'à ce stade, oui, il y a eu quand même un faux pas. Un faux pas. Parce que aujourd'hui, avec 2-3 ministres, par exemple, travaux publics, énergie, finances, pourquoi pas le ministre du budget, même celui de l'EPST, et de l'ESU, il devait accompagner le président de la République, parce que surtout, vous savez que pour le PST, c'est la vision phare du chef de l'État. Il fallait qu'il accompagne quand même les chefs pour constater la gratuité au niveau... Asielo est allé chez lui à Sankourou parce qu'il est de là. Vous avez constaté qu'il y a eu des adhésions au niveau des provinces. Ça veut dire que chaque leader qui n'avait pas l'occasion de rencontrer le chef de l'État ici à Kinshasa, ils ont saisi l'opportunité de cette tournée pour adhérer à l'Union sacrée. Vous avez vu Bochab, vous avez vu, comment il s'appelle, chez Okitundu, vous avez vu Lumanu. Donc, Asielo est allé à Sankourou, pas comme vice-premier ministre de l'Intérieur, mais il est allé comme ressortissant notable de Sankourou parce que le chef avait prévu aussi de passer par le Sankourou lors de cette tournée. Mais moi, je me pose la question, est-ce que le chef de l'État devrait effectuer les déplacements du Kasaï pour constater la précarité, la pauvreté dans laquelle est plongé ce coin de la République? Non, c'était pas important. Personne n'a dit que le chef s'est déplacé personnellement pour se rendre compte de la précarité. Non, il a la situation de la République, il a la situation dans tous les secteurs. Il est le premier à être informé, même si parfois il dit que je n'ai pas été informé. Bon, c'est pour la consommation populaire. Mais on n'a pas dit que l'objectif c'était pour s'enquérir lui-même de la situation. C'est une mission d'itinérance. Moi, je suis un fils né dans la territoriale, la petite. Nous savons qu'il faut faire parfois une itinérance. Il ne faut pas se limiter au rapport qu'on nous donne sur la table. Il faut parfois soi-même se déplacer pour personnellement se rendre compte. Justement, parlons maintenant de tout ce qui a été mis au grand jour pendant ce séjour du président de la République. Je pense qu'aujourd'hui, quelles peuvent être les premières grandes décisions à prendre? D'abord, Serge, ça n'engage que moi. Pour moi, cette tournée de chef de l'État, je considère ça comme une visite privée. Une visite privée parce que c'est beaucoup plus politique. C'est pour des raisons politiques que le chef de l'État est allé visiter le sien. Il faut suivre les discours, le propos du chef de l'État. Il avait l'impression, nous avons fait la communication politique, nous sommes spécialistes, nous savons analyser un discours politique en faisant le recoupement en termes de mots, de termes qui revient beaucoup plus dans le propos du chef de l'État. Malheureusement, pour ne pas vous voulez, c'est peut-être les services de communication qui n'a pas fait les travail après-vente. C'est l'aspect qui est plus sorti pendant que, même si le chef dit autre chose, vous savez qu'il faut, après les discours, prendre l'angle que vous voulez que le public consomme le plus, malheureusement. Mais c'est passé, l'erreur est passée. Le chef voulait donner l'impression qu'il était beaucoup en face de sa famille, de son sang, et beaucoup plus de rapprochement. Alors vous avez vu comment ça lésait les autres qui n'étaient pas des Kassaïens. Ça veut dire que le discours du chef de l'État était beaucoup plus, excusez-moi, flatteur, séducteur. Ça veut dire que ça visait quelque chose. Ça veut dire qu'il y a les échéances qui arrivent. Les grandes décisions. On peut s'attendre par exemple les grandes décisions. Tout le monde n'est pas sur ce plateau de kiosque et depuis lundi, non, il faut un coup de balai au sein de son équipe, que ce soit l'équipe gouvernementale, il faut un coup de balai autour de son entourage proche. Est-ce que vous avez vu tout ce que ces conseillers-là ont fait, en commençant par Didier Chimanga, vous avez Messier Boma, vous avez encore un Messier Lokango, je ne sais pas si vous avez suivi son audio, il accuse la hiérarchie du parti, il dit ce sont des voleurs, il dit ce sont des gens qui se sont enrichis, ils sont devenus des millionnaires. Est-ce que
c'est finalement ces voyages du président au niveau du Kasaï qui a mis au grand jour les dysfonctionnements au niveau de la présidence et même les castings à ce qui concerne les conseillers du président de la République. Il faut éviter de se réveiller en retard. Moi, je pense que cette réalité, c'est depuis. C'est depuis, moi je dis même, ça remonte de l'époque des Camérés, directeur de cabinet. Ça remonte même de Vital, directeur de cabinet, chef de l'État. Ces désordres avaient déjà commencé, avaient déjà élu domicile. Voilà pourquoi Caméré, à l'époque, avait eu des problèmes avec la famille politique du chef de l'État. Et même la famille biologique du chef de l'État. Parce que Caméré voulait mettre de l'ordre. Caméré voudrait demander aux uns des autres de faire la différence entre Tshisekedi, mon ami, entre Tshisekedi, mon frère, entre Tshisekedi, mon fils, et Tshisekedi, président de l'UDPS, et Tshisekedi, chef de l'État. Et Caméré a eu des problèmes à cause, effectivement, de ça. Ces désordres ne datent pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, ce sont des effets. John, il y a eu débordement, il y a eu une goutte de trop. John, ce n'est pas normal. À une année des élections, vous allez voir la famille du président de la République dégarnir les conseillers qui se chamaillent, qui se livrent à ciel ouvert à des propos, on dit Kabou, des Kabouya, on ne les cite pas, on dit la hiérarchie du parti, sont devenus des millionnaires, mais c'est des armes que ces gens-là donnent aux adversaires de Félix demain. Quand on vous cite, par exemple, quelqu'un comme le ministre des Finances, qui est proche de Tshisekedi, Nicolas Kazadi, il est cité, à tort ou à raison, dans les dossiers sales des Teke Fungurum et Mining. On vous cite un proche, pas des moindres, Fortuna Bisselele, qui serait dans cette histoire. Vous avez maintenant des attaques de l'UDPS contre les directeurs de cabinet Guélé Niembo. C'est-à-dire, ça ne va pas. Il se pose un problème de leadership et des responsabilités. Ça veut dire que... D'abord, je parle d'un problème d'éthique. Tous ces conseillers qui sont... On n'a pas vu ça sous Kabila. Tous ces conseillers... On a dit ici que Kabila n'avait pas étudié. On a dit ici que Kabila, c'est quelqu'un qui est venu avec des bottes en caoutchouc. Kabila. Mais on n'a pas vu, par exemple, des conseillers de Kabila se livrer comme nous voyons Bilonda, comme nous voyons Vidier Chimanga, comme... Je t'avais suivi l'audio là que je vous ai envoyé le matin, un conseiller principal. Excusez-moi. Je serais peut-être dur. Vous savez, la majorité de ceux qui travaillent à la présidence de la République, qui sont venus de la diaspora, c'est vrai, ils ont étudié, ils ont des diplômes, mais ils n'ont jamais travaillé. Surtout pas dans un cabinet ministériel. Ils n'ont jamais travaillé. Même pas dans tout ce qu'ils ont fait en Europe, c'est attendre des allocations familiales. C'est de petits jobs. En Europe, on sait comment ça se passe, mais ils n'ont jamais travaillé. Ils ont obtenu des Didier Chioyo, effectivement. Vous savez que Didier Chioyo, il recevait des gens avec un cigare à la bouche. Dans un bureau de l'État, les filets du chef de l'État collés au mur. Il y a un visiteur qui vient le voir pour, dans le cadre de la francophonie, voilà, le monsieur croise ses jambes avec un cigare en train de parler de choses de la République. Beaucoup de légèreté. Parce qu'ils n'ont jamais été préparés. Moi, je ne condamne pas Kabila. Vous savez, quand Kabila est arrivé, c'est pourquoi moi, je ne suis jamais d'accord quand les gens pensent qu'il faut faire table rase. Non. Parmi les mauvais, il y a toujours le bon qu'on peut récupérer, récupérer pour servir le pays. Kabila a travaillé avec certains classiques moboutistes. Oui. Tous n'étaient pas mauvais. Il a aussi beaucoup aidé. Hein? Beaucoup aidé. Surtout en termes de gestion de la République. Oui. Les Mokolo Apombo, ils sont nombreux. Ils ont même été conseillers du chef de l'État. Ils sont nombreux qui ont travaillé avec le chef de l'État. Le plus important ici, on a désacralisé effectivement l'État. Mais on a vu ici les gens faire l'auto-école avec le véhicule de la présidence de la République. On a vu, mais allez-y voir un peu partout devant le boîte de nuit. Non, le parking de boîtes sont envahis par le véhicule de la présidence de la République. Quelle légèreté! Nous avons vu devant le caméra, en direct, le collaborateur du chef de l'État en train de discuter alors que le chef de l'État faisait son entrée. Quelle légèreté! Tous ces gens, ils n'ont jamais travaillé. On vient de voir un conseiller du président de la République insulter un député national. C'est inconcevable. On vient de voir un conseiller du chef de l'État en train de vouloir agresser. Agresser. Ça, c'est ce que nous avons vu. Ça, c'est ce que les caméras ont pris par surprise. Mais il y a des choses que nous ne maîtrisons pas.
Il y a des choses que nous ne voyons pas. Ne soyons pas surpris après le mandat de Tshisekedi par des documentaires produits par RFI, par TV5, par d'autres, sur la légèreté qui accompagne, qui caractérise les coulisses du pouvoir de Tshisekedi. Allez, ça c'est John Lungila. C'est ça la peur. John Lungila, il n'y a pas que du noir, il y a aussi ce qui est blanc, il y a aussi ce qui est rose dans les sérails du président de la République. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que travailler, et c'est tout ce qu'il a en main. J'ai posé la question à l'entame de l'émission. Les premières décisions, c'est-à-dire quoi? Il faut faire partir les gens, il faut réduire un peu les cabinets et laisser ceux qui sont compétents de pouvoir travailler. Mais il y a quand même un constat. Après ces voyages, c'est un grand décryptage que nous faisons. Il y a 2-3 jours, on parlait du volet infrastructure, mais il y a un autre volet pour peut-être terminer la semaine. C'est les derniers jours de cette émission pour cette semaine. Parce que je lisais un édito d'un ami proche de l'UDPS, il est aussi député, proche de la famille présidentielle, qui nous a partagé ça sur les réseaux sociaux. Les gens ont peut-être la peur bleue, ou c'est une peur fondée, du retour des anciens kabylistes autour du président Félix Tshisekedi, quand ils ont vu Bochab, ils ont vu Loumanou, ils ont vu, je ne sais pas moi, qui d'autre. Les gens de l'IDPS commencent à se dire, ben écoutez, la nature a horreur du vide. Si certains oublient que nous avons un mandat à préserver, maintenant que les gens de Kabila hier commencent à faire leur grand retour auprès de Félix, peut-être c'est pour sauver les meubles, pour sauver les restes dans quelques 12 mois qui restent. Est-ce que c'est faisable? Ben oui, mais vous savez que ces gens, il y a eu du préalable. Ils ont été, leur traversée a été précédée par des péripéties. Vous allez voir avec Bochab, avant que lui-même ne traverse, mais il avait déjà préparé les lignes. Il a fait traverser. Il dit qu'il reste un peu perdu. Non. Pérou Loira a écrit ça. Non. Vous savez, il faut qu'on dise. Vous savez, Kabila, l'erreur, c'est aussi à son niveau. Kabila, c'est un jeune. Kabila a raté l'occasion de créer une nouvelle classe politique. Alors qu'il est jeune, regardez d'abord lui-même comment il laisse pousser ses chevelures. Il veut se rapprocher des vieux alors qu'il est jeune. Et c'est ce qui a manqué à Kabila, préparer cette nouvelle classe. Est-ce que ceux qui étaient hier autour de Kabila peuvent apporter quelque chose dans les 2 ans qui restent à Félix? Les gens comme les Loumanou, les Bouchab, les gens comme les Charles Okoto et les autres qui ont géré hier Kabila, mais qui pensent aujourd'hui aider Félix, ils peuvent apporter quelque chose. Pas de cette manière. Pas de cette manière. Parce que là, on sent l'intérêt individuel. Quand on voit Bouchab avec tous les honneurs qu'il veut accorder au chef de l'État aujourd'hui, on sait que Bouchab, il n'a jamais été d'accord avec Kabila parce que d'abord, il a accepté d'endosser le dossier SNEL avec Congo-Brazzaville. En fin de compte, il devait être Premier ministre, ça n'a pas été le cas. Il devait être président du Sénat, ça n'a pas été le cas. Vous rappelez-vous de ce qui s'est passé avec même pour être premier vice-président au niveau du Sénat, ça n'avait pas marché. Bouchab n'a jamais oublié ça et digéré cela. Et nous savons, vous savez qu'aujourd'hui, Bouchab, selon certaines indiscrétions, a même déjà créé ses propres partis politiques. Et ces partis politiques ne sont pas de l'obédience de Kabila, mais ces partis politiques sont financés par lui. Ça veut dire, si aujourd'hui Bochab manifeste cette volonté de travailler avec Tshisekedi, mais il ne faut pas voir ça aujourd'hui, il faut voir tous les actes qu'il a posés, les actes qui ont précédé ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire qu'il vient tout simplement officialiser au grand jour son désamour avec Kabila et voilà, dire à Tshisekedi, voilà, je suis une femme, je suis disponible, faites de moi ce que vous voulez. C'est ce que Loumanou a fait. Ces professeurs qu'on nous présentait hier comme les stratèges du régime Kabila, lui qui concevait les stratégies et consorts, mais regardez comment il s'est vendu moins cher. Moins cher. Je me demande, mais si c'était lui le stratège, je comprends pourquoi le régime Kabila s'est effondré. Donc, en réalité, aujourd'hui, que ce soit Kabila lui-même, que ce soit ses collaborateurs, tous sont en débandade. Parce que
même autour de Kabila, personne ne sait situer Kabila. On peut terminer parce qu'on va revenir sur les propos de Koko Nyangi. On termine d'abord avec Tshisekedi, avec l'ensemble de son équipe. Peut-être que de plus en plus on parle d'un réaménagement technique. Si pas réaménagement, on va parler, comment on dit, il faut chambouler toute l'équipe Samalou Kondé. Alors, le nœud gordien, ça sera quoi? Ça aura été cette visite du président Félix Tshisekedi. Mais les problèmes aussi, il ne faut pas frustrer les uns et les autres parce que là, maintenant, nous négocions un virage très décisif. On a plus besoin d'adhérents que de frustrés. Hein. C'est vraiment le véritable dilemme pour le président de la République aujourd'hui aussi. L'histoire se répète. Kabila a connu le même problème. Parce qu'il faut remanier les gouvernements, parce qu'il y a des incompétences, parce qu'il y a des têtes qui doivent tomber, parce qu'ils sont incompétents, parce qu'ils ne sont pas fidèles. Ne voyez pas seulement le ministre incompétent, mais voyez aussi le ministre qui sont compétents, mais qui doivent quitter le gouvernement parce que politiquement il y a un problème. Vous avez suivi Katumbi aujourd'hui qui n'est pas d'accord sur beaucoup de choses avec l'actuel régime, on ne peut pas les lui refuser. Mais tous ces membres du gouvernement qui préfèrent rester loyaux et fidèles à leur autorité morale qui est Moïse Katumbi, même si Katumbi ne demande à aucun ministre de désobéir à Tshisekedi, mais leur présence au gouvernement gêne Tshisekedi si ces derniers préfèrent rester fidèles à Katumbi. Le remaniement va aussi passer par ces critériums-là. Et donc, les frustrations pour Tshisekedi, c'est inévitable. Mais à lui de s'assumer. Moi, je dis, il faut toujours avoir le courage de décider. Kabila l'a fait. Même si, après, ça a coûté ce que ça a coûté, mais ils étaient tous à la porte. Le conseiller principal en matière de sécurité était à la porte. Olivier Kamitatou était à la porte. Tous étaient à la porte. Mais est-ce que Tshisekedi aura le courage de prendre une telle décision? Je compte peut-être sur le côté, l'aspect, il est aussi malin de fois. Tshisekedi, il sait faire l'hypocrisie. Tshisekedi, il sait faire semblant peut-être. Il joue un peu Nager Ayouma. Effectivement, Nager Ayouma. C'est un faux humain en réalité, Tshisekedi. C'est un faux humain. Mais est-ce qu'un faux humain est pris dans son propre piège? C'est compliqué pour le moment. On entre dans mon dada, ce que moi j'aime bien. Parce qu'on négocie, je le disais ici, des derniers virages. Mais je ne sais pas s'il faut parler en termes de dissensions, mais des sons de cloche un peu discordants, un peu divergents, qui met au grand jour l'inefficacité de la machine UDPS. Parce que quand vous regardez, la plupart des projets qui ont été financés, le président lui-même l'a reconnu, c'est qui peuvent aujourd'hui faire l'objet de son bilan, mais lui-même dit que ça n'a pas marché. Les 100 jours, on dit on a détourné l'argent. Ça, c'est connu de tout le monde. Tu les jaloux, lui-même, il dit que le travail n'est pas bien fait. Et dans l'entretemps, on vous apprend que c'est là qu'il a laissé au parti sont devenus des millionnaires par un conseiller principal qui dit ça. Ce sont des voleurs. Dans l'entretemps, on vous apprend que ses proches collaborateurs sont trempés dans les dossiers des détournements. On a cité Nicolas Kazadi, on a cité Bisselele, on a cité celui qui est comme directeur de cabinet aujourd'hui. Est-ce que tous ces éléments qu'on met au grand jour aujourd'hui, ça va encore fragiliser, ça va aider l'UDPS à apporter un soutien au président de la République, ou bien il faudrait que le président se dise l'UDPS reste comme une machine et moi je cherche d'autres adhérents qui doivent venir de chez Katumbi ou de chez Bemba, ou soit encore des anciens qui sont restés proches et fidèles à Kabila. Ça n'avait pas marché au départ. Si il fallait passer par les alliances politiques pour faire asseoir et consolider le pouvoir du Tshisekedi, Kamere ne serait pas victime. Fachivit, on n'en parle plus aujourd'hui, le produit est périmé à cause de cela. Mais est-ce que même l'Union sacrée, vous voyez comment, comment les choses se passent? On a du mal. Les alliés les plus importants, ils ne s'expriment pas. Et Katumbi parle aujourd'hui, moi je salue son courage, ce sont des acteurs politiques comme ça que nous devons avoir dans ce pays. Il n'est pas d'accord avec vous, il vous le dit, il ne fait pas la diplomatie. Jusqu'aujourd'hui, Bemba n'a pas encore parlé,
il est encore silencieux. Le jour où il va décider de s'exprimer, qu'est-ce qu'il dira? Nous ne savons pas encore. Ils sont nombreux qui sont restés silencieux. Bahati Lukwé Boukié au Sénat, oui, l'homme a été servi, il se contente de ce qu'il a. Il se prépare lui aussi, ça il faut en être convaincu. Il se prépare aussi. Mais je reviens à votre question. Je reviens à votre question. L'UDPS comme machine, tous ces conseillers qui se compromettent dans des projets. Si les jaloux, on vous cite des conseillers de Tshisekedi. On vous dit 100 jours. Ça a été mal monté. C'est des projets comme ça qui ne passent pas par le gouvernement, mais on vous dit c'est des montages financiers. Or, on ne sait pas faire la traçabilité de ces montages financiers. On vous apprend que tel conseiller, tel ministre de l'UDPS. Est-ce que la machine UDPS aujourd'hui se prépare pour appuyer Félix? L'UDPS est distraite, on doit le dire aujourd'hui. Peut-être pas la hiérarchie, mais l'UDPS dans son ensemble. Il y a des tirs croisés entre eux, ils ne s'imaginent pas les conséquences. Tout le monde veut avoir l'argent. Effectivement. Tout le monde veut être récompensé maintenant. Tout le monde veut être nommé maintenant. Alors que ce n'est pas possible. Tout le monde veut aussi rouler avec des jeeps maintenant. Tout le monde veut avoir une Jeep V8 maintenant. Une parcelle. Tout le monde veut avoir une parcelle construite aussi comme Kabound l'a fait maintenant. Tout le monde, parce qu'effectivement, le parti a lutté pendant 30 ans dans la pauvreté. Maintenant que nous sommes au pouvoir... Pas la pauvreté, dans l'opposition. Donc, nous devons profiter. Nous devons profiter pour se refaire aussi une bonne santé. C'est ça le problème. Mais maintenant, l'essentiel. Mais maintenant, on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la conservation du pouvoir. L'UDPS est distraite. Elle ne sait pas que le pouvoir, c'est possible. Ce n'est pas impossible que l'UDPS puisse perdre. Parce qu'en 2023, je le dis, Tshisekedi doit partir. Il doit partir parce qu'il doit remettre le mandat entre le peuple et le peuple doit décider sur la personne à qui le... Est-ce que ça sera Tshisekedi? Alors, je vais rendre l'antenne. Mais je termine par là. Mais il faut aussi, de l'autre côté, voir la machine, le côté déstabilisation de l'UDPS. Parce que nous, en tant que citoyens congolais, nous ne sommes pas militants de l'UDPS, nous sommes citoyens du Congolais. L'argent de la République, ce n'est pas la 10e rue. La 10e rue, c'est l'argent du parti. Et s'ils veulent s'entretuer pour l'argent du parti, c'est dire des voleurs, ça ne nous concerne pas. Nous, c'est la présidence de la République où l'argent de la République est géré. C'est là-bas qu'il y a des voleurs et c'est là-bas qu'on doit arrêter les gens. Si au parti, la hiérarchie s'enrichit, c'est normal. Vous savez, c'est le parti présidentiel. La cotisation de membres. Chaque mois, le parti encaisse de millions. Et donc, si vous gérez des millions du parti, ça ne nous concerne pas. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, vous avez mal géré. Vous êtes collaborateur du chef, vous avez mal fait les choses. Si on vous rappelle à l'ordre, il ne faut pas chercher de prétexte pour dire la hiérarchie des voleurs, de ceci. Ce n'est pas la hiérarchie de l'UDPS qui gère aujourd'hui. Ce n'est pas Kabouya qui gère chez les Gelou. Ce n'est pas Kaboum qui gère chez les Gelou. C'est à vous qu'on avait confié cette responsabilité. Vous l'avez mal gérée. Vous devez vous assumer et éviter des prétextes autour de votre parti qui est un bien privé. Très bien. Madame, Monsieur, l'émission est terminée. Mais on ne la termine pas complètement parce qu'on va prendre les derniers aspects. Je suivrai l'audio de, comment il s'appelle, la vidéo de Joseph Kokoniangi qui disait que l'UDPS, comment, les PPRD va volo et que c'est fini. J'ai très fort que les PPRD ressemblent un tout petit peu au MPRD. Hein? Mais pour moi, c'est une coquille vide maintenant, le PPRD. Malheureusement, au PPRD, on ne peut même pas faire confiance. On ne peut même pas faire confiance. La succession pose problème au PPRD. Ça devient difficile de passer des vieux aux jeunes. Ça devient difficile. Mais est-ce que s'il faut, on doit faire partir, comment il s'appelle, Chadari, c'est pour donner le pouvoir entre les mains de qui? De Papi Pungu, de Patrick Kanga, de, comment il s'appelle, de Badjegate, Popol. Mais tous ces jeunes qui sont au parti, ce sont des gens qui ont été, ils sont soit pro Mova Sakani, soit pro Chadari, soit pro Ominaku, soit pro Bocha. Ça veut dire aujourd'hui, si il faut retirer le pouvoir entre les mains des anciens pour le donner entre les mains des jeunes, ça sera qui?
Et moi, je me dis, aujourd'hui, le PPRD c'est vide, et le PPRD ressemble à une coquille vide. Et si Kabila veut vraiment résister ou survivre politiquement, peut-être il doit penser à une autre recette. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas le PPRD survivre après Chadari. Vous allez remercier Chadari pour remettre le pouvoir entre les mains de qui? Nous l'avons dit que le FCC, c'était une histoire qu'il fallait oublier. Peut-être qu'on ne nous avait pas cru à l'époque. Aujourd'hui, on ne peut plus parler du FCC aujourd'hui. Ils sont tous partis. Mais la disparition du FCC aura des conséquences directes sur le PPRD. Parce que le FCC est né au sein du PPRD. Le FCC était pratiquement géré par le PPRD. Et si le PPRD c'est vide, si le FCC disparaît, par ricochet, le PPRD va subir aussi le même sort. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas rester dans l'opposition. Pourquoi? Pourquoi tout le monde, vous avez quand même géré les pays pendant 18 ans, on ne croit pas qu'au bout de 5 ans, vous allez épuiser vos ressources, vous avez quand même épargné, même nous qui ne bénéficions pas de grand chose dans cette vie, nous savons épargner. Bon, le problème c'est quoi? Les trains de vie, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, ou bien les problèmes c'est de vivre les luxes, le prestige du pouvoir. Est-ce que les gens ne peuvent pas, autour d'un parti, rester un peu dans des valeurs, dans l'idéologie? Bemba était en prison pendant 10 ans, les Bazaïbas sont restés l'attendre, le fidèle Babala sont restés l'attendre, les autres étaient partis. Mais quand même, l'ossature du MLC était là. À peine vous venez de perdre le pouvoir il y a 3 ans, vous quittez les partis. Mais est-ce que vous pouvez, avec quel argument vous pouvez justifier le comportement de Bouchab? Comment Pas des fixations sur les professeurs. C'est un exemple que je donne. C'est un exemple que je donne. Mais le professeur du MLC, j'ai oublié son nom, l'inspecteur, l'a dit. Mais c'est quand même étonnant parce que c'est l'exemple qu'il faut donner. Je n'ai pas un autre exemple à donner, je suis désolé Serge. Mais comment vous pouvez comprendre que Loumanou, je ne vois même pas les années passées au PPRD. Mais les années passées auprès de Kabila, mais je vois même son âge. À cet âge-là, vous allez quitter un parti pour qui vous avez lutté, vous avez donné de l'énergie, les partis aussi qui vous a tout donné. Mais les deux, ils étaient directeurs de cabinet, ils étaient ministres de l'Intérieur, ils ont tout obtenu de Kabila. Qu'est-ce que Mende va encore chercher aujourd'hui? Mende va encore chercher quoi aujourd'hui? Ils ont rendu service à la nation, ils peuvent se reposer, ils peuvent servir le pays autrement par les idées. Le Kondo n'a jamais été nommé ministre, mais il a toujours servi le pays jusqu'à sa mort. C'est possible. Kengo Adondo, il a pris sa retraite aujourd'hui, peut-être qu'il intervient autrement. C'est possible, mais est-ce qu'il faut à tout prix suivre le vent politique, mais même à un certain âge, ça gêne quand même. C'est quand même gênant. J'aurais compris si c'était Papi Pungou qui quitte Germain Kambinga, ça peut se comprendre et qu'on sort, mais pas Bochab, pas Kambinga, pas Mende, pas Okitundu quand même. Ils vont chercher quoi? Qu'est-ce qu'ils vont apporter de nouveau à Tshisekedi? J'ai lu Paul Chilumbu. Mais Paul Chilumbu a raison. Tous ces gens-là, tous ces vieux qui viennent auprès de Tshisekedi, c'est pour apporter quoi de nouveau auprès de Tshisekedi? Si ce n'est pas chercher à se protéger leurs intérêts, continuer à parler à l'oreille de Tshisekedi. Et c'est à Tshisekedi, je sais que Azafo Yuma. Très bien. Tshisekedi Azafo Yuma, il ne va pas tomber dans le... On va se séparer avec ce titre du journal Le Lauréat, vagabondage politique. Justement, ça c'est les pieds. C'est ce qu'on dit dans les jargons. Les pieds de ce que le confrère vient de dire. Vagabondage politique, des kabylistes retournent leur veste. Et vous avez en photo là, Loumanou, Bochab, Mende, Ngokas Sanji et enfin Okito. C'est comment ça? Charles Okoto. Merci à vous, madame, monsieur. Cette émission est terminée. Merci à John. C'est moi qui nous avoir tenu compagnie pendant. On vous a d'ailleurs subi. Vous avez l'exclusivité de cette émission pour la semaine, pour ce week-end. Toutes les excuses de la rédaction et de CCTV pour l'absence de notre deuxième co-débatteur qui devrait être avec nous, Charles Kankou. Qu'est-ce qu'il est arrivé? On va tenter d'en savoir davantage. On va suivre de près ce que seront les recommandations ou les conclusions de ces premiers conseils des ministres après le voyage du président, de ces premiers conseils des ministres pour cette année 2022. Peut-être que les chefs vont faire une communication. Oui, John. Oui, je voulais parler des dossiers de DFAO.
Monsieur de Defao, dénoncer d'abord ici l'amateurisme du ministère de la Culture. Vous avez vu, il y a une délégation qui devait effectuer les déplacements pour les rapatriements. On a fini par annuler cette mission. Pourquoi? Parce que les gens visent d'abord le frais de mission. Même dans un deuil, on gonfle l'enveloppe du budget pour aller rapatrier le corps. Le Cameroun, c'est à côté, c'est à 2 heures de Kinshasa. Nous avons une représentation diplomatique sur place, qu'on laisse la représentation organiser les choses. Nous tous, nous allons attendre qui Defao ici à l'aéroport, et puis on attend le moment opportun. Allez. Il y a le mausolée qui doit être construit pour lui. Moi, je plaide en tout cas pour que ce fils digne des Né-Congo puisse aussi être honoré comme ça a été le cas. Allez, merci beaucoup à vous, madame, messieurs. Vous nous avez suivis pendant toute la semaine. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Vous pouvez nous renouveler encore, comme le chef de l'État a demandé aux gens, de lui renouveler la confiance. Moi, je vous demande aussi de bien vouloir, je mets un peu les protocolaires, de bien vouloir nous renouveler cette confiance la semaine prochaine. J'espère que si on ne tombe pas malade, on va être là le lundi prochain pour vous servir davantage. J'ai fait passer ces cris d'alarme des agents de la sécurité, la police. Bazubalo Sonabangote, une dame de la police qui m'a appelé pour dire, Papa Serge, tu peux passer les messages au ministre de l'Intérieur et au chef du gouvernement. On n'a pas reçu nos gratifications de la fin d'année. On risque de les détourner. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Je suis en train d'enquêter sur ça. Je reviendrai. Je vais appeler peut-être l'inspecteur général de la police, le général Raus, pour en savoir davantage. Tous nos soutiens à notre ami Ardent Kabambi, qui subit des pressions. Vous savez, Ardent Kabambi, lui qui a été à la base de cette plainte contre les SPA du PPRD, mais il avait retiré sa plainte. Les parquets viennent de fixer l'affaire devant les tribunaux et qu'on aura les procès dans les jours à venir. Ardent ne va pas se constituer partie au procès. Cher Ardent Kabambi, vous avez tout notre soutien. 9h30, prenez rendez-vous avec ces magazines le lundi, avec le même plaisir. Au revoir.